Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et à tous. Mardi 30 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi pour inscrire dans la Constitution la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Le projet de loi va atterrir dans un second temps au Sénat le 28 février prochain pour un vote qui, s'il aboutit, conduira à la réunion du Congrès pour entériner cette réforme constitutionnelle. Tout cela est issu d'un long processus où la question de la constitutionnalisation de l'IVG a été portée de longue date par les mouvements féministes et qui est revenu au devant de la scène à la suite de la pandémie de Covid-19 d'abord. Plusieurs propositions de loi portées par la gauche avaient été déposées et surtout dans le contexte de la révocation de l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis en juin 2022 et qui permettait jusqu'alors pour les femmes américaines d'avorter. Pour en discuter, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Sarah Durocher, qui est présidente du planning familial. Bonjour Sarah. Et Isabelle Desrandinger, qui est présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. On est ravis de vous avoir parmi nous et on va donc échanger autour de cette question. Je me tourne d'abord vers vous, Sarah. Pour parler notamment de la situation du droit à l'avortement en France aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les conditions dans lesquelles les femmes peuvent avorter aujourd'hui et surtout dans quelles conditions le planning familial œuvre pour la défense des droits des femmes à disposer de leur corps? Bonjour à toutes et tous. Merci Amandine pour l'invitation. Moi j'aime bien, et le lien est fait de toute façon, dire un peu d'où je parle. Donc je suis présidente du planning familial et donc le planning familial c'est une vieille association qui commence à vieillir, qui a presque 70 ans, qui a 80 antennes partout sur le département, que ça soit sur l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer. Et donc, on est une association féministe d'éducation populaire qui, pour résumer un petit peu, porte toutes les questions concernant les droits sexuels et reproductifs et qui accueille presque 400 000 personnes par an. Et parmi ces 400 000 personnes, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir sur les questions avortement parce que c'est historique, mais aussi parce qu'on est reconnu pour avoir un accueil non jugeant, inconditionnel, et de permettre à toutes et toutes de pouvoir avoir des réelles informations. Et donc on a un peu aussi des lanceurs d'alerte, et d'où le lien avec ta question, Amandine, sur le fait que parfois sur les questions d'avortement et sur tout le territoire, grâce au maillage que l'on a, en fait, on peut alerter sur des situations concernant des difficultés concernant l'accès à l'avortement. Donc en fait, nous, on voit plusieurs difficultés. Une première, c'est que il y a beaucoup de mouvements anti-choix et de désinformation. On le sait, un des combats aussi pour le planning, c'est l'éducation à la sexualité. Et dans l'éducation à la sexualité, il y a connaître ses droits. Et en fait, on se rend compte que les femmes qui arrivent au planning, souvent, elles ont très peu d'informations. Elles ne savent même pas les droits qu'elles ont. Et on voit que une des premières choses que vont faire les femmes, c'est d'aller sur Internet et de taper je veux avorter, je suis enceinte et je veux avorter. Et en fait, vous avez une chance sur deux de tomber sur des sites anti-choix, anti-IVG. Voilà, donc vous pouvez tomber sur le site du gouvernement, le site du planning, ou d'autres sites aussi de professionnels de santé qui pratiquent l'avortement. Mais vous avez aussi ce risque de tomber sur des sites qui vont vous faire de la désinformation, qui vont vous faire culpabiliser, qui vont vous faire peur. Donc ça, c'est une des premières attaques concernant l'accès à l'IVG, en fait, c'est d'avoir la vraie information et avoir accès à ses droits. La deuxième chose que nous, on voit, c'est que parfois, c'est le parcours de la combattante, mais Isabelle complétera aussi du côté des professionnels de santé, mais pas que, aussi sur l'accueil des patientes, évidemment. C'est le fait que nous, on observe qu'il y a des fermetures, que l'accès à l'avortement sur certains territoires, quand il y a un désert médical, en fait, une des choses qui est attaquée, c'est la santé des femmes, dont la question de l'avortement, puisqu'en fait, c'est pas rentable et que voilà, on peut se permettre, en tout cas pour certains et certaines, de sacrifier la santé des femmes. Et donc, on voit des femmes qui vont d'un département à un autre pour pouvoir avorter, voilà, selon les périodes de l'année. Donc, nous, on alerte, évidemment, mais ça fait vraiment partie des grosses difficultés aujourd'hui. Et on peut qualifier parfois que c'est le parcours de la combattante pour les femmes, et ça va pas en s'améliorant.
Voilà, Merci Sarah pour ce premier tour d'horizon. Je me tourne maintenant vers Isabelle. La loi Alban-Gaillot de mars 2022, donc, qui prévoit l'allongement des délais de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines, a d'autres dispositions, prévoit notamment que les sages-femmes puissent pratiquer les IVG instrumentales. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette disposition? Et je pense notamment à ce décret qui encadre cette disposition spécifique qui date du 16 décembre 2023. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Amandine, bonjour Sarah. C'est un plaisir de vous retrouver sur le sujet qui nous rassemble, qui est l'IVG. Peut-être préciser préalablement les missions de l'ordre, parce que du coup, ça explique aussi ma présence aujourd'hui. Les missions de l'ordre sont vraiment de deux champs. D'être garant de la déontologie, c'est-à-dire des compétences des sages-femmes, on va en parler avec le décret, et le deuxième volet, c'est d'être aussi présent pour garantir les droits et la santé des femmes. Et donc, tout intérêt à être présente aujourd'hui. Le décret qui permet l'exercice des compétences des sages-femmes dans le champ d'IVG instrumental est un essentiel. Il est essentiel, il arrive à la suite d'abord des compétences en IVG médicamenteuse pour les sages-femmes, actées depuis 2016, et puis d'un temps qui a été expérimental au cours de 2023 concernant l'IVG instrumental. Ce texte, c'est un élément fort pour permettre aux femmes d'accéder à d'autres professionnels tels que les sages-femmes pour l'IVG instrumental, et pour autant, il a des failles. Et ces failles, elles viennent symboliser les difficultés d'accès que peuvent rencontrer les femmes. Je m'en explique. Ce décret, qui fixe donc les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent exercer l'IVG instrumental, sont des conditions qui sont extrêmement drastiques. Ces conditions sont encadrées, entre autres dans le texte, par la présence de 4 médecins. Un spécialiste de l'orthogénie, c'est-à-dire un spécialiste de l'IVG, un gynécologue obstétricien, un anesthésiste réanimateur et en filigrane, un radiologue interventionnel qui a des compétences spécifiques. Cet encadrement, il est inédit et en fait, nous avons une crainte au Conseil de l'ordre des sages-femmes, mais je pense que c'est une crainte partagée par la société civile, c'est que ces conditions d'encadrement dans l'exercice des sages-femmes puissent être des conditions d'encadrement qui mènent des établissements à fermer leurs portes. Merci Isabelle pour ce premier tour d'horizon. Vous l'avez en fait toutes les deux évoqué, il y a la loi et il y a son effectivité. Toutes les deux dans vos activités respectives, vous êtes confrontées aux obstacles, aux freins que les femmes voient sur leur passage quand elles souhaitent recourir à une IVG. Est-ce que vous pourriez un peu revenir dans le détail, je pense notamment Isabelle, sur la question de l'offre de soins en matière de santé sexuelle et reproductive, question des déserts médicaux, Sarah en a un petit peu parlé également, pour nous expliquer concrètement quand une femme souhaite avorter en France, il y a une fracture territoriale et ça pose de vraies questions en termes d'égalité d'accès. Merci Amandine, les problématiques sont multiples. Sarah a parlé déjà de toutes les plateformes qui sont des plateformes de désinformation. Il y a un autre volet, c'est l'accès à l'information et notamment à un centre tel que le planning familial ou d'autres centres tels que la planification et l'orthogénie accessibles pour les femmes. Comme tout citoyen, j'ai fait l'expérience, j'ai cliqué sur une plateforme de prise de rendez-vous en ligne et j'ai regardé, j'ai noté IVG et j'ai regardé quels étaient mes accès. Il m'a fallu 3 pages pour obtenir un centre qui soit un centre en mesure de m'accueillir pour une demande d'orthogénie avec un premier rendez-vous proposé le 24 juillet 2024. C'est extrêmement significatif. Ça, c'est une difficulté de l'information. Et, bien évidemment, son corollaire, ce qu'évoquait Sarah, la désinformation. Le deuxième volet, c'est nous avons une problématique d'accès aux soins. On sait que les femmes sont les premières victimes des inégalités sociales et territoriales. En termes de santé, nous avons des déserts médicaux. Ça n'a pas échappé que nous avons de nombreuses maternités qui ferment de façon tout à fait aléatoire, sporadique sur le territoire, pour manque de professionnels. Quand une maternité ferme, c'est souvent un centre d'orthogénie qui ferme. Donc, c'est un accès qui se contraint aux femmes en les éloignant. Nous l'avons largement mentionné, les femmes sont de plus en plus éloignées des maternités. Elles s'éloignent aussi, elles sont éloignées structurellement des centres d'orthogénie, des centres d'IVG. Et pour autant, elles sont victimes
des inégalités sociales, et donc il leur est difficile de se déplacer à 50 ou 100 kilomètres, comme on peut le constater sur le territoire français. Par ailleurs, la promulgation de la loi Gaillot a eu des impacts. La loi Gaillot a permis aux femmes d'accéder à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Il y a des établissements actuellement qui ne font pas d'IVG entre 12 et 14 semaines de grossesse. Qu'est-ce qui se passe? Ils réorientent vers les établissements qui accueillent les femmes jusqu'à 14 semaines de grossesse. Ça a un impact, notamment sur les délais d'attente qui parfois sont doublés dans ces établissements. Et puis, par ailleurs, en dehors des inégalités sociales, des inégalités territoriales, il y a aussi une forme de saisonnalisation de l'accès. Il y a des centres qui, parce qu'ils ont les moyens de fonctionner pendant les périodes hivernales et automnales, permettent un accès dans les meilleurs délais aux femmes. Et puis, pour des raisons, encore une fois, démographiques, se trouvent avec des délais très rallongés pendant la période estivale. Je pense aux zones côtières notamment. Donc, nous avons, en termes d'accès, des indicateurs qui sont quand même dans le rouge. Merci beaucoup Isabelle. Sarah, est-ce que tu souhaiterais compléter ce diagnostic qui est fait par Isabelle? Je pense notamment aussi au regard du public que vous recevez au planning familial, parce que vous êtes présent dans tous les départements. Vous devez avoir, vous aussi, une photographie assez nette des besoins des femmes et des problématiques en termes d'offres. Alors, moi, juste aussi, enfin, je pense que ce qui est important de compléter par rapport à l'effectivité de la loi, c'est que logiquement, dans la loi, on a le choix de la méthode. Et en fait, ça, c'est quelque chose, je pense, Isabelle, tu seras d'accord avec moi, où c'est de plus en plus compliqué. Il y avait, alors, tous les 28 septembre, il y a l'adresse qui sort les chiffres sur l'avortement. Donc, ça affole les journalistes de savoir s'il y a une augmentation ou une diminution. Mine de rien, il y a des choses intéressantes dans cette étude. Et par exemple, on a vu qu'il y avait une hausse d'IVG médicamenteuse. On est presque à 76%, je crois, plus de 70% d'IVG médicamenteuse. Alors, il y a plusieurs hypothèses. On pourrait se dire, en effet, aujourd'hui, l'accès à l'IVG médicamenteuse et le choix de l'IVG médicamenteuse est le choix que les femmes font le plus. Sauf que nous, on est quand même aussi en questionnement sur le fait de, est-ce que les femmes, sur certains territoires, ont-elles vraiment le choix de la méthode? Nous, on sait que, par exemple, il y a des départements où, en fait, vous pouvez faire que des IVG par voie médicamenteuse. Il n'y a pas de choix parce qu'il n'y a pas de médecin pour faire les aspirations. Donc voilà. Donc moi, pour compléter, il y a vraiment cette difficulté aussi par rapport au choix de la méthode. Et puis il y a quelque chose, et ça c'est un des sujets pour le planning qui va être important cette année, c'est le fait que les femmes ne témoignent pas sur le parcours de l'avortement. Ça veut dire qu'elles sont déjà contentes d'avoir accès à l'avortement et parfois, comme on l'a dit, avec des vraies difficultés. Des femmes qui sont prêtes à aller faire des kilomètres pour avorter. De toute façon, on le dit, que ça soit en France ou à l'international, une femme qui va avorter avortera, même au péril de sa vie dans les pays où c'est pas légalisé. Et donc, nous on voit en tout cas que il y a un gros poids social, culturel sur le fait de choisir, de prendre la parole. Et du coup, si on prend pas la parole, on parle pas de son parcours. Et donc du coup, bien évidemment que nous on l'entend, mais il y a vraiment quelque chose de poids, de culpabilité du fait que l'avortement serait un acte à part. Voilà, très stigmatisé, parfois très culpabilisant. Nous, on a beaucoup de demandes sur des journalistes qui nous disent mais on voudrait des témoignages, et en fait, on se rend compte que les femmes témoignent très peu sur l'avortement. Nous, on les entend, les professionnels de santé les entendent, mais par contre, il y a quelque chose aussi autour, je pense, d'une bataille culturelle sur l'avortement, à faire en sorte que ça fasse partie de la vie des femmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Les femmes sont souvent seules dans l'avortement. C'est pour ça qu'elles vont sur Internet, qu'elles vont chercher l'info. Et on sait, par exemple, il y a un rapport de la Fondation des femmes qui est sorti il y a pas longtemps, qui montrait l'impact des anti-choix et des anti-droits sur les réseaux sociaux, la force qu'ils avaient. Vous allez sur TikTok, vous tapez avortement. Moi, je l'ai fait. Vous voyez, c'est que des témoignages où c'est catastrophique, donc c'est pas du tout encourageant. Et c'est important de le dire, ça concerne une femme sur trois en fait. C'est-à-dire, il y aura une femme sur trois dans sa vie qui aura recours à l'avortement. Donc il y a vraiment cette question, il y a la question de l'effectivité de la loi, mais il y a aussi la parole que les femmes donnent et témoignent sur l'avortement, auquel on est relié au tabou et auquel évidemment c'est très compliqué, quoi.
Merci Sarah. Mais tu l'as dit, en fait, il y a une bataille culturelle, à mener, mais bientôt il va y avoir une bataille politique, puisqu'il va y avoir, le vote au Sénat le 28 février prochain, par rapport au projet de loi, gouvernemental pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous pourriez revenir toutes les 2 pour, nous dire quelles sont les raisons qui font, et vous l'avez en fait évoqué tout au long de cet entretien, pour lesquels il faut absolument inscrire l'IVG dans la Constitution. Je sais pas laquelle d'entre vous souhaite commencer? Moi, je veux bien commencer, si Sarah en est d'accord. Je voulais souscrire à ce que Sarah avait dit. La première raison, c'est parce que tous les ans, on attend, les médias attendent la publication du nombre d'IVG réalisés en France. Ils omettent quand même qu'il y a aussi des femmes qui doivent partir à l'étranger parce qu'elles n'y ont pas accès en France, et s'inquiétant d'une possible épidémie. Le premier élément, c'est que l'IVG, ce n'est pas une épidémie. C'est un droit et qui doit s'exercer pleinement. Et nous n'avons eu de cesse, toutes les deux, de présenter les difficultés d'accès parce qu'il y a des centres qui ferment, parce qu'il y a des centres qui n'existent pas, parce que parfois il y a des praticiens qui opposent une clause de conscience avec des défauts d'orientation, parce que l'information et le manque d'information et la désinformation sont présentes. Sarah disait un essentiel, c'est aussi le choix des femmes. C'est le choix de recourir à l'IVG, mais il y a aussi un choix fondamental qui n'est pas respecté pour les femmes. C'est la loi du 4 mars 2002. Cette loi, elle vise à permettre à chaque citoyen de choisir son praticien, son établissement et les soins qui lui sont dispensés. Dans le domaine de l'IVG, il y a effectivement un certain nombre de femmes qui n'ont pas le choix. J'ai exactement les mêmes données que Sarah. On me dit 78% d'IVG médicamenteuse. C'est un succès, l'IVG médicamenteuse. Moi, je veux bien y croire. Si en miroir, on peut nous démontrer que 78% des femmes ont eu une IVG médicamenteuse parce que c'était leur choix. Nous n'avons rien qui nous le garantit, et plutôt des indicateurs, et je suis d'accord, peu de témoignages de femmes, mais des témoignages de professionnels qui nous démontrent le contraire. Je tiens à préciser aussi que moi, j'ai des consoeurs qui m'informent que certaines femmes n'ont pas eu accès à l'orthogénie. Je pense aussi aux territoires ultramarins, par exemple, où les démographies des professionnels sont mises à mal, où les organisations sanitaires sont largement bousculées, où il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'orthogénie parce que le centre d'IVG a les portes fermées, faute de professionnels et faute de moyens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces femmes qui n'ont pas la possibilité de franchir les frontières de la France pour bénéficier d'une IVG dans un autre pays européen vont poursuivre leur grossesse. Ces femmes ne témoigneront pas. Et puis disons-le, les femmes sont naturellement et particulièrement résilientes. C'est-à-dire qu'elles sont toujours dans l'adaptation et toujours dans le compromis de ce qui ne leur est pas offert, contrairement à ce qui devait l'être. Je pense que là, c'est tous les éléments qui montrent à quel point la constitutionnalisation, c'est un élément symbolique fort international. C'est un signal que donne la France pour le respect des droits des femmes. Mais au-delà, c'est aussi un combat au quotidien et un combat qui perdurera, mais sur lequel nous aurons la Constitution pour nous appuyer. C'est l'exercice, le plein exercice de la santé et des droits des femmes au quotidien. Et là, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir, tu as tout à fait, raison, tu as parlé des déserts médicaux, de la fracture, territoriale. Effectivement, dans les chiffres, on voit qu'il y a près de 17% des femmes qui sont obligées d'aller dans un autre département que son département de résidence pour, avoir recours, à l'IVG, donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Tu as aussi évoqué, la crise de la profession, dans le corps, médical, parce qu'il y a aussi un vrai sujet sur, le renouvellement, et les nouvelles générations, de médecins, sur la prise en charge en matière de santé sexuelle et reproductive, et bien évidemment la question, des moyens dédiés à l'hôpital public en lui-même, parce que c'est un vrai sujet en soi, dans lequel la santé sexuelle et reproductive s'imbrique, dans l'hôpital, public. Sarah, moi j'aimerais bien t'entendre aussi sur, la constitutionnalisation de l'IVG, ce que ça représente au-delà, du signal que ça enverrait, à l'international, de la garantie juridique
supplémentaire pour les femmes, parce que comme je l'ai dit en introduction de cet entretien, ça s'inscrit aussi dans un contexte, international où on voit, la montée, de l'extrême droite, au pouvoir et on voit très bien les conséquences directes lorsque l'extrême droite, et la droite populiste, sont au pouvoir. Eh bien, ce sont les attaques, contre les droits des femmes, en premier chef, que l'on voit, mises en œuvre et donc on voit très clairement, la nécessité, d'avancer sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais, nous dire quelques mots, là-dessus? Ouais, en fait, ce qui s'est pas enfin, la question de la constitutionnalisation de l'avortement, ça a toujours été un combat des féministes. À chaque fois, on me dit: «Mais depuis quand?» Mais je dis: «J'ai l'impression, en fait, depuis toujours, qu'on savait que ça avait été une grosse bataille, des mouvements féministes, en fait, et que je pense Simone Veil et les féministes surtout savaient très bien que c'était un droit qui était fragile et qu'il fallait toujours avancer. Et c'est ce qu'ont fait les féministes en fait depuis 50 ans. Ça veut dire qu'elles se sont battues pour améliorer la loi. Voilà, enfin, je veux dire, on a eu le remboursement, les mineurs, on a allongé les délais à 2 reprises, enfin plusieurs reprises même, 3 reprises, je crois. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça, que ça a toujours été une bataille, l'avortement. Donc l'IVG dans la Constitution, il s'inscrit vraiment dans une continuité de bataille qu'il faut pas perdre et qu'il faut gagner. Je pense qu'il faut jamais, faut toujours avancer sur la question de l'avortement. Faut jamais reculer. Faut pas stagner non plus. Donc voilà, c'est une bataille en permanence qui est faite par des associations, les féministes, les professionnels de santé alliés et engagés. Et donc voilà, il y a ça. Et ce qui s'est passé en fait en juillet par rapport aux États-Unis, hein, où quand même c'est assez catastrophique ce qui se passe aux États-Unis. Ça a des conséquences pour les femmes aux États-Unis. Aujourd'hui, dans 17 États, je crois, les femmes sont restreintes sur le droit à l'avortement, voire interdit. Donc, on voit bien que ça a des conséquences très claires. En fait, il y a eu un espèce d'écho hyper négatif. Alors, nous, féministes, on savait que ça allait arriver, hein, ce genre de choses. Comme ce qui s'est passé en Hongrie ou en Pologne ou en Italie bientôt, puisque on sait, comme tu le disais, que dès que l'extrême droite ou alors des paroles conservatrices en tout cas, parce que derrière le mot extrême droite on peut mettre plein de choses, mais en tout cas un projet de société où la liberté des femmes et les droits des femmes seraient suspendus, seraient interdits, les droits des personnes LGBTQIA+ également. Voilà, puisque c'est vraiment les attaques et les personnes qui sont ciblées, hein, c'est les femmes et les personnes LGBTQIA+. Donc en fait, ça ne nous étonne pas, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Pologne, ce qui va se passer sûrement en Italie. Et en fait, il y a une espèce de pensée qu'en France, il n'y a pas d'extrême droite. Alors moi, je peux vous assurer que si. Enfin, vous le savez, il y a 88 parlementaires à l'Assemblée nationale qui sont bien présents. Une partie de la droite qui a quand même, on était là pendant les débats sur le passage à l'Assemblée nationale avec des arguments qui font très peur. Très franchement, enfin, à un moment donné, moi, je pensais que c'était le Rassemblement national, mais c'était bien les LR. Donc, en tout cas, une parole qui est bien présente. Et puis, par exemple, le planning familial se fait attaquer très régulièrement et un peu plus cette année sur les questions d'avortement, sur les questions de prise de parole sur le genre. Donc, on voit bien en tout cas qu'on est dans un contexte où je ne vois pas pourquoi en France, un jour, si une personne arrivait au pouvoir, elle ne pourrait pas re-questionner le droit à l'avortement. Cette pensée magique que la France et que l'extrême droite française serait différente, moi je dis, on n'est pas dupes. Elles se ressemblent, elles font toutes la même chose, elles votent les mêmes choses au niveau européen. Et de toute façon, c'est des ennemis du droit des femmes, de l'avortement et du droit des personnes LGBTQIA+. Donc en fait, il faut constitutionnaliser parce qu'il faut absolument protéger ce droit. Très franchement, les personnes qui disent voilà, c'est que symbolique, mais en fait, dans l'esprit de la loi et dans l'esprit de la Constitution, de mettre l'avortement, c'est pas rien. Si aujourd'hui quelqu'un arrivait au pouvoir et si l'IVG était dans la Constitution et voudrait remettre en cause le droit à l'avortement, ça serait quand même beaucoup plus compliqué le fait que ça soit inscrit dans la Constitution. Ça ne nous protège pas à 100%, très clairement. Ça protège pas à restreindre le droit à l'avortement, mais à chaque fois, ça sera des batailles où le Conseil constitutionnel derrière, enfin, regardera un petit peu quand même ce qui est écrit. Donc ça, c'est une première chose, c'est que ça protège et ça garantit quand même que ça serait très compliqué de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'avortement en France, enfin, que ça soit plus légal. Et puis l'autre chose, comme ce qui s'est passé aux États-Unis, nous on a envie de donner un écho positif pour les féministes du monde entier.
Et la preuve c'est que depuis qu'il y a ça, on a beaucoup de demandes de journalistes de d'autres pays. On a fait la une en Colombie après le passage à l'Assemblée là, parce que ça a une portée en fait ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir qu'on se réjouisse de ça, et ça va réjouir beaucoup d'autres féministes, et ça c'est important. Et puis l'autre chose, c'est que ça va donner une défaite aux anti-choix. Il faut qu'ils aient des défaites, et je pense que ça sera une grande défaite pour eux. Parce qu'en effet, il y a encore des batailles. Enfin, c'est une bataille, l'avortement. Encore, ils sont bien présents. Ces personnes sont bien présentes, et donc voilà, c'est important de le constitutionnaliser. Et puis, ça dira aussi aux personnes que c'est un droit où on arrête de débattre là-dessus. Et ça, c'est important. Et peut-être que les femmes prendront peut-être un peu plus la parole. Et nous, évidemment, comme disait Isabelle sur l'effectivité, en fait, en termes de plaidoyer qu'on continuera à faire sur l'accès, et qu'on fait et qu'on continuera, ça sera un poids supplémentaire pour dire, messieurs les responsables politiques, maintenant, parce que parce que c'est dans la Constitution, faites en sorte que les femmes aient accès et droit à l'avortement pleinement. Merci, merci Sarah. Maintenant, j'aimerais bien terminer l'entretien que nous avons toutes les trois, et même si vous les avez égrenés tout au long de cet échange, vous demander quelles seraient les avancées, les points sur lesquels, au-delà de la constitutionnalisation, alors bien sûr, il y a des étapes qu'il faut franchir, et nous attendrons avec une grande impatience, et nous suivrons avec une grande attention le vote du 28 février prochain au Sénat, et ensuite son processus si ce vote advient dans le cadre du Congrès. J'aimerais vous entendre sur les points sur lesquels il faudrait là aussi davantage avancer pour protéger davantage le droit des femmes à disposer de leur corps. Quelles seraient selon vous les priorités en termes de bataille à gagner? Tu veux que j'y aille, Sarah? Mais je pense qu'on va se retrouver. Le premier volet, c'est ne permettons plus aux espaces de désinformation d'exister. Clairement. Oui. Ils empoisonnent l'accès à l'information pour les femmes. Supprimons-le de façon, mais vraiment claire et définitive. La deuxième chose, il faut promouvoir, à contrario, l'information. Et notamment par des annuaires qui soient accessibles, quel que soit le lieu du territoire. Des femmes puissent avoir des rendez-vous, et pour contrecarrer l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis, il faut les financer, ces centres. Il faut arrêter de dire ils existent, et naturellement, leur fonctionnement, certes, n'est pas très valorisé, mais ils font le job. Il faut tout professionnel, et quand j'entends professionnel, c'est aussi professionnel de l'écoute. Il faut les professionnels qui soient compétents et qui soient motivés pour exercer dans nos différentes structures. Donnons-leur les moyens d'exercer. Puis alors moi, j'ai juste envie de faire un plaidoyer sur le décret du 16 décembre concernant l'IVG instrumentale pour les sages-femmes. Il faut le réviser, parce que je reviens à ce point de départ, et ce que disait Sarah encore fait écho, parce que ce n'est pas qu'une question de symbole. Si on prend le décret du 16 décembre qui encadre donc l'exercice des sages-femmes dans l'IVG instrumentale, et qu'on met les conditions d'exercice dans les établissements, et qu'on le croise avec tous les centres d'orthogénie, si on laisse cela faire sans constitutionnalisation, on va avoir des fermetures de centres d'orthogénie, avec des directions d'établissement qui vont dire « Ah non, on n'est plus en mesure de fonctionner, puisque les conditions d'encadrement, on n'a pas les moyens d'avoir ces 4 praticiens spécialistes. » Donc, il y a le symbole, mais il y a les faits. Et donc, faisons croiser, converger symbole et fait. Tout simplement aussi pour rappeler que les femmes représentent un peu plus de la moitié de notre société française. Et donc, il est quand même temps, d'écouter la moitié de cette société française et de lui permettre d'accéder à sa santé et à ses droits, et de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Oui, et c'est sans surprise que en effet, nous, alors le planning, on est membre de l'IPPF. Voilà, on est l'association française membre de l'IPPF, qui est l'international du planning familial. Je n'écorcherai pas le mot en anglais, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, on s'organise aussi au niveau européen, au niveau mondial, et le planning, on a une bataille qui est au niveau du plaidoyer national, mais qui est en lien aussi avec l'Europe et l'international, parce que en fait tout est lié.
Et en fait, les choses, surtout concernant l'avortement, les droits sexuels et reproductifs et les droits des personnes LGBTQIA+, puisque nos ennemis s'organisent, donc nous, on doit s'organiser aussi. Et juste nous, on a fait un manifeste dans le cadre des élections européennes pour que les sujets des droits sexuels et reproductifs soient mis en avant par les différents candidats. On a eu un grand succès puisqu'on a rencontré quasiment toutes les têtes de liste au niveau des européennes. Donc l'idée, c'était de faire un manifeste que vous pouvez retrouver sur notre site internet où en fait, très clairement, il est question de l'éducation à la sexualité et de son effectivité et que voilà, c'est un enjeu qui est important. Et encore une fois, on a la chance en France d'avoir une loi de 2001 qui normalement on devrait encore une fois l'effectivité de cette loi, on devrait avoir des séances d'éducation à la sexualité. C'est une des revendications qui est beaucoup faite par les féministes du monde entier et c'est bien dommage en tout cas qu'elle soit pas effective en France, mais en tout cas nous on a envie de porter ça au niveau européen. Et puis il y a la question d'un contrôle un peu sur les finances européennes. Est-ce que aujourd'hui l'Europe finance des mouvements anti-choix, donc un contrôle autour de ça, parce qu'on se fait, ils ont beaucoup d'argent. Voilà, et en France, il y a beaucoup d'investissements à ce sujet-là. Donc voilà, en tout cas, nous, on a essayé avec les candidats, et on vous fera un bilan de tout ça, de savoir aujourd'hui quels sont les candidats qui portent de manière plus importante les droits sexuels et reproductifs, voilà, dans le cadre des européennes. Mais c'est sûr que ça sera un enjeu. Et le fait de constitutionnaliser, ça fera cet écho-là aussi. Ça veut dire ça donnera un souffle pour une Europe où les femmes peuvent avorter en fait, ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, et voilà, que ça soit Malte, Andorre ou que ça soit encore voilà les restrictions qu'il peut y avoir en Pologne et en Hongrie. Voilà, puisqu'aujourd'hui en Europe des femmes meurent parce que l'IVG n'est pas légalisé, quoi, il n'est pas encadré par la loi, ce qui est assez affolant. Voilà, donc tout est lié avec les sujets, que ça soit l'éducation à la sexualité, l'avortement, l'accès à la contraception. C'est vraiment des choses qui sont très liées et on les porte nationalement, collectivement, la société civile et avec des parlementaires alliés aussi. Et il y a la question, évidemment, au niveau européen où on continuera à travailler avec les candidats élus au mois de juin pour faire en sorte voilà, que ces droits essentiels et fondamentaux, voilà, qu'on ait des alliés à ce sujet-là, en tout cas au niveau européen. Bien, merci, à toutes les 2 parce que vous l'avez, bien expliqué durant, cet entretien. Les droits des femmes, sont réversibles et c'est pour cette raison-là qu'il faut être, vigilant, à tous les instants et la société civile féministe, est là, est présente, bataille ardemment pour, des avancées pour les droits des femmes à disposer notamment librement de leur corps. Et vous l'avez dit également, la constitutionnalisation de l'IVG sera une étape importante et on l'espère, une bataille que la société civile féministe remportera. Mais il y a aussi d'autres échéances, d'autres étapes qui vont arriver et sur lesquelles il faut avancer. Les élections européennes en feront partie. C'est un scrutin important où on le voit, l'équilibre des forces politiques sera déterminant pour les droits des femmes dans leur ensemble sur le continent européen. Donc merci beaucoup à toutes les 2 pour Merci. Merci. cet échange. Merci beaucoup.